Et chez Trump, cette admiration pour les hommes forts est probablement proportionnelle à la faiblesse de Donald Trump et à son incapacité à négocier des bons deals. Julien Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Mardi, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont annoncé, après un appel, une trêve partielle des frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour 1 mois. Un cessez-le-feu complet, ça semble pas encore dans les cartons pour le moment. L'entente limitée soulève encore énormément de questions sur l'avenir du conflit, mais aussi remet de l'avant les relations américaines et russes. On est avec vous aujourd'hui pour comprendre la trêve, mais aussi pour comprendre ce rapprochement-là entre les États-Unis et la Russie. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un appel historique entre les deux puissances ou il ne faut pas exagérer? Non, il ne faut pas exagérer. Peut-être que ce qui le rend particulier, cet appel, c'est évidemment le contexte de guerre menée par la Russie en Ukraine, qui avait valu quand même à Vladimir Poutine d'être mis au banc des nations, du moins par les Occidentaux, en premier chef par le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden. Et évidemment, le contexte de guerre n'a pas évolué significativement pour le moment. Et donc, le fait qu'il y ait cet appel entre les deux hommes au début d'un processus de négociation et pas au terme de celui-ci pour valider quelque chose de concret, ça le rend particulier, cet appel. Et l'autre élément, c'est évidemment la relation fantasmée que peut avoir Donald Trump avec Vladimir Poutine et avec la Russie en général, qui donne peut-être un petit caractère sulfureux à cet appel-là, qui a duré à peu près 2 heures et dont on retient essentiellement qu'il a été a priori constructif, même si il n'y a pas de détails très précis sur cette idée de commencer par un cessez-le-feu qu'on pourrait qualifier de sectoriel ou limité. Il n'est pas encore totalement en œuvre. Et le dernier point qui est quand même intéressant, c'est que cet appel entre Trump et Poutine a quand même été suivi le lendemain d'un appel entre Trump et Zelensky, le président ukrainien, pour que le président américain mette le président ukrainien au courant de sa discussion et là aussi se satisfasse de quelques avancées, même si elles sont très ténues pour l'instant. Est-ce que ce rapprochement-là déstabilise l'Europe, je dirais même l'Occident? Alors, la façon dont Trump perçoit le conflit en Ukraine et le gère en donnant le sentiment qu'il n'offrirait pas de garantie de sécurité telles qu'on pourrait les concevoir peut-être du côté européen ou du côté ukrainien à Kiev, avec par exemple la présence de soldats américains sur le terrain, une perspective éventuellement d'entrée dans l'OTAN, choses qui ont été d'emblée écartées par l'administration Trump. Ça crée peut-être une forme de malaise. L'autre élément qui crée le malaise, on l'avait vu il y a quelques jours maintenant, c'est lorsque Trump, un peu fâché après Zelensky, on l'a vu évidemment dans le bureau ovale, mais surtout ce qui était marquant, c'est que dans les jours suivants, il avait décidé de suspendre l'aide concrète fournie par Washington à Kiev, notamment en termes de renseignement, ce qui avait pu donner l'impression là qu'il y avait un alignement complet sur la position russe. Depuis, il est revenu sur ça. Il y a de nouveau une coopération, américano-ukrainienne. Mais c'est sûr que du côté des Européens, comme des Ukrainiens, on a le sentiment qu'on ne sait pas sur quel pied danser finalement avec Vladimir Poutine, évidemment, mais avec Donald Trump sur ce dossier-là. Historiquement, est-ce que vous vous rappelez d'une période où les États-Unis et la Russie ont été aussi proches? Alors, depuis la fin de la guerre froide, alors évidemment de 45-47 jusqu'au début des années 90, la tension c'était assez facile à comprendre, la logique d'endiguement, la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, au début des années 90, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a vu tous les présidents américains essayer de développer une relation constructive, apaisée, cordiale avec la Russie et surtout avec leurs homologues. Tous, que ce soit Clinton, W. Bush, Obama, Trump 1, se sont cassés les dents ou n'ont pas réussi à concrétiser ce rêve. Sous Trump 1, la relation s'était quand même aussi durcie, malgré là aussi tout ce qu'on avait pu discuter, notamment l'influence russe dans la campagne électorale de 2016. Donc là, je ne parlerai pas d'une relation cordiale. On est peut-être entre les deux hommes dans la compréhension de ce que l'on doit faire
pour mettre de côté ce gros différend qu'est la guerre en Ukraine. L'idée générale, c'est peut-être celle-là. Le diable se cache dans les détails et on est très très loin, je pense, d'une normalisation, même si, par exemple, du côté de Donald Trump, certains évoquent son rêve d'avoir le prix Nobel de la paix s'il venait à régler ce conflit-là. C'est ce que je me disais, c'est qu'on parfois on peut avoir l'impression qu'il y a des rapprochements, mais ils sont pas encore dans une relation amicale, les deux dirigeants. Non, je pense que c'est un peu difficile de la qualifier d'amicale, même si on sait que Trump a manifesté son admiration pour Vladimir Poutine et pour tous les hommes forts. Hein. C'est quelque chose de très caractéristique chez Trump. Cette admiration pour les hommes forts, elle est probablement proportionnelle à la faiblesse de Donald Trump et à son incapacité à négocier des bons deals. Mais au-delà de ça, je pense pas qu'on puisse les qualifier d'amis. On est moins intransigeant que ne l'était, par exemple, Joe Biden, hein, qui avait eu des propos très durs à l'endroit de Vladimir Poutine. On se souvient qu'il le qualifiait de dictateur, il avait qualifié de tueur. Il avait quand même réussi à mobiliser cette communauté occidentale aux côtés des Ukrainiens pour organiser la résistance à l'invasion russe. Donc le ton change un petit peu avec Donald Trump, mais non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans une relation amicale. Donc, ça a changé de Biden à Trump. Il y a eu un changement quand même dans le ton. Mais du premier mandat de Donald Trump à celui de maintenant, qu'est-ce qui a changé? Essentiellement, la guerre en Ukraine. Alors, les Ukrainiens rappelleraient que ça date quand même depuis 2014, que sous le premier mandat de Trump, il n'y avait pas eu d'effort pour mettre un terme à ce conflit ou dénoncer, par exemple, l'annexion illégale de la Crimée. Je rappellerai simplement que dans le premier mandat, l'administration Trump n'avait pas aboli les sanctions qui avaient été dictées ou qui avaient été prises suite à l'annexion de l'Ukraine par l'administration Obama. On avait rajouté des sanctions. Donc on avait gardé une position ferme. Évidemment, depuis 2022, le conflit a pris toute une tournure différente. Et ce qui est intéressant quand même avec Trump, c'est qu'il s'inscrit dans un contexte plus général qui veut que de part et d'autre, tant à Moscou qu'à Kiev, ça fait à peu près depuis l'automne 2023 qu'on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de victoire militaire, qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit et qu'il faut donc aller vers la voie diplomatique. Trump, il a bien compris ça et il décide de s'engager dans cette voie diplomatique, peut-être de façon un peu inorthodoxe ou quitte à piler sur les pieds des uns et des autres, avec une perspective de résultat qui reste quand même très évanescente, très difficile à envisager. Ces échanges-là qui se passent entre Vladimir Poutine et Donald Trump, est-ce que ça permet à Vladimir Poutine de regagner une sorte de crédibilité en Occident? Oui, c'est peut-être le reproche que les critiques à Donald Trump feront, c'est-à-dire que on a fait cet appel peut-être très tôt dans le processus, ce qui veut dire qu'on relégitimise finalement ou on réintègre Vladimir Poutine dans le concert des nations et donc on n'acquiesce à une ambition de Vladimir Poutine d'être considéré, et ça c'est permanent chez Poutine depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État russe en 2000, il veut faire de la Russie un acteur incontournable des relations internationales. Là, il parle d'égal à égal avec le président américain, président de la première puissance. Donc, il y a une réintégration dans le concert des nations qui peut paraître choquante, mais on rappellera par exemple que Mohammed Ben Salman, le dirigeant saoudien, a été relégitimé par Joe Biden, après que Joe Biden ait dit qu'il était infréquentable du fait de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Donc, on voit ça assez régulièrement finalement sur la scène internationale. Et dernier point, c'est vrai que si vous voulez arriver à une solution diplomatique à ce dossier-là, à un moment ou à un autre, il faudra reparler avec Vladimir Poutine. Donc, il faut qu'il y ait des discussions qui se fassent entre les deux dirigeants. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix qu'il y en ait. Peut-être que dans la façon de négocier, comme je disais tout à l'heure, ce qui est un peu embêtant, c'est d'avoir aussitôt dans le processus eu cette discussion entre les deux chefs d'État. On aurait pu laisser les conseillers, les ministres des Affaires étrangères, le secrétaire d'État faire un travail peut-être plus long en amont pour arriver avec quelque chose finalement où on annonce par exemple les paramètres
clair, précis d'un cessez-le-feu. Quelque chose de plus final. Donald Trump, on l'avait vu dans son premier mandat, il aime, peut-être par goût de l'attention, initier le processus de négociation, ce qui est assez contraire finalement à ce qu'on voit d'habitude sur la scène internationale. Et ça n'a jamais produit, notamment dans son premier mandat avec Kim Jong-un en Corée du Nord, de résultats très, très concrets, très probants. On peut peut-être souhaiter, par rapport à ce conflit-là, que dans ce cas-ci, ce soit un petit peu plus probant, mais il y a encore une fois aucune garantie. Puis comment les Américains perçoivent ce rapprochement-là? Est-ce que ça parle à sa base électorale, à Donald Trump? Oui, il fait plaisir, peut-être le mot est un peu fort, mais il est sensible à l'évolution de la perception de l'électorat républicain sur ce conflit. Il y a 3 ans, au moment de la guerre telle qu'on la connaît, fin février 2022, à peu près 50% des électeurs républicains trouvaient que les États-Unis n'aidaient pas suffisamment les Ukrainiens dans leur résistance à la Russie. Le Pew Research Center, juste à la veille du 3e anniversaire de la guerre, donc mi-février dernier, 2025, a fait une étude qui montre qu'il y a un renversement chez les républicains. En fait, aujourd'hui, ils sont quasiment 50%, je pense, c'est 47%, à dire que les États-Unis aident trop l'Ukraine. Donc, Donald Trump est probablement au courant de ça, et les électeurs républicains ne vont pas être fâchés de voir leur champion s'engager dans ce processus diplomatique, parce qu'on leur a ressassé, Trump lui-même et ses alliés, que cette guerre coûtait cher aux États-Unis, que c'était peut-être pas l'intérêt vital qui était engagé, qu'il était peut-être nécessaire ou plus avantageux de s'entendre avec une autre grande puissance comme l'est la Russie. Évidemment, du côté des électeurs démocrates, on n'a pas exactement le même sentiment. Le même sondage Pew Research là, de mi-février 2025 montrait qu'on a à peu près 35% d'électeurs démocrates qui estiment, eux, qu'on n'aide pas assez l'Ukraine. Revenons un peu sur la trêve. Donc là, on parle vraiment d'un arrêt sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, donc un arrêt des frappes de ce côté-là. C'est un seul secteur. Pourquoi c'est pas un cessez-le-feu global qui a été négocié? On l'a fait trop tôt. Oui, alors peut-être qu'il y a une volonté du côté de Vladimir Poutine de ne pas aller rapidement vers un cessez-le-feu, de faire durer la négociation, parce que finalement, certains diraient que Poutine n'a pas intérêt à un cessez-le-feu trop rapide pour, d'une part, peut-être lui obtenir d'autres concessions à son avantage de la part des États-Unis, et notamment dans la discussion qu'ils ont eu mardi, il semblerait que Vladimir Poutine ait demandé à ce qu'en contrepartie du cessez-le-feu, les Occidentaux, Américains en tête et Européens, n'aident plus militairement l'Ukraine, ce qui est à peu près inacceptable du point de vue de Kiev. Mais ce qui est intéressant, en procédant par petites étapes, par petites techniques, c'est qu'on peut s'entendre sur un élément, créer peut-être une ébauche de confiance pour essayer ensuite de capitaliser. On soulignera quand même que depuis cette discussion, les combats n'ont pas cessé entre Russes et Ukrainiens. Et évidemment, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu général, donc qui concerne aussi un gel de la ligne de front, l'arrêt des combats terrestres, il n'y a pas de place à une négociation et à un éventuel accord de paix. Donc là, on a une trêve de 30 jours. Pendant ce temps-là, on continue de négocier? Oui, on essaye d'avancer. Alors, il y a d'autres phases de négociation qui doivent avoir lieu entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie Saoudite. Il est fort probable aussi qu'à un moment donné, des envoyés russes se rendent encore une fois en Arabie Saoudite pour essayer de voir comment on peut avancer. On est dans une situation très précaire. Je disais, les combats n'ont pas cessé. Ne pas frapper les infrastructures énergétiques et civiles. On a vu que notamment le président ukrainien Zelensky a trouvé que c'était une bonne idée et on sait que les Russes avaient quand même considérablement ciblé ces infrastructures-là pendant le conflit. Donc c'est une façon de montrer de la bonne volonté. C'était aussi intéressant de voir Zelensky dire qu'il avait eu un bon appel avec le président Trump, montrer qu'on veut enclencher un processus de paix, contrairement à ce que disait Trump. Il y a à peine un mois, Trump, il y a un mois, il accusait Zelensky d'être un président illégitime, d'être un dictateur, et il reprochait aux Ukrainiens de ne pas vouloir
la paix. Trump l'avait dit dans un post sur son réseau social. J.D. Vance l'avait dit lors de cette fameuse rencontre dans le bureau ovale. Et donc là, on voit qu'il y a eu un ajustement et que le langage, les éléments de langage sont très importants et que Zelensky y fait attention au cours des derniers jours. Vous l'avez dit, Donald Trump aime les hommes forts, puissants. Outre cette trêve partielle-là, c'est quoi, comment il manifeste son soutien envers la Russie depuis qu'il est au pouvoir? En acceptant de rediscuter déjà directement avec le président Poutine et en émettant l'idée que au-delà d'un éventuel cessez-le-feu, d'une trêve et encore plus à long terme un accord de paix concernant l'Ukraine et la Russie, il aurait l'ambition de développer les relations commerciales, les échanges économiques avec la Russie, peut-être même faire des affaires en Russie. Bon, ça c'est son approche habituelle. Il a même cette logique-là pour essayer d'avancer vers un accord sur le conflit ukrainien, en se disant on pourrait se partager les ressources, prendre en charge la fameuse centrale de Zaporizhzhia notamment. C'est surprenant, mais on verra ce que ça donne. Donc là, il y a un côté très Trump. On va faire du business, on s'entend bien. Mais c'est pas unique à Trump. Je disais tout à l'heure, depuis la fin de la guerre froide, tous les présidents ont espéré avoir cette bonne relation, même commerciale, même d'affaires, avec la Russie. Ça s'est pas pleinement concrétisé, ou ça n'a pas permis à la Russie de s'occidentaliser et de développer un régime un petit peu démocratique, ou plus démocratique, bien au contraire. Donc c'est peut-être le premier qui va réussir à faire ça, ou tous les autres ont essayé? Tous les autres ont essayé, ont assez largement échoué. Trump a essayé dans son premier mandat, il n'a pas vraiment réussi. Là, est-ce qu'il peut réussir ça paraît très très difficile parce qu'il n'a pas tant de temps que ça non plus, Donald Trump, pour arriver à quelque chose de solide. Les élections de mi-mandat, elles vont arriver vite en 2026. Je dis pas qu'elles vont changer radicalement sa politique étrangère, mais peut-être qu'il va devoir ajuster. Alors lui espère évidemment qu'il aura réglé le conflit d'ici là, mais on notera qu'il ne parle plus de le régler d'un coup. Cette histoire de 24 heures, évidemment, il a laissé tomber il y a bien longtemps, mais il parle de plus en plus d'un processus qui va prendre du temps, ce qui est finalement une acceptation de la réalité. C'est assez fascinant dans ce conflit-là, enfin, comme dans bien d'autres. On sait que la seule solution, elle est diplomatique. Entre savoir que la solution est diplomatique et concrètement la mettre en œuvre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'étapes et ça peut prendre du temps. Finalement, il a dit, Donald Trump, qu'il n'est du côté de personne. Est-ce qu'on peut affirmer ça? C'est un peu dur à avaler cette affirmation-là ou à y faire confiance à 100%, vu les propos très amènes qu'il a eus à l'endroit de la Russie, vu sa volonté de renouer le dialogue au plus haut niveau avec Vladimir Poutine, vu sa vision générale des relations internationales qui devrait être articulée autour des rapports entre grandes puissances qui pourraient éventuellement se partager des zones d'influence dans le monde. Et à côté de ça, c'est dur à croire à 100% quand on pense quand même à la façon dont il a traité les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, même si au cours des derniers jours, on a un peu adouci les angles. Il en reste pas moins que dans ce qui a été dit, on est convaincu que le problème, il vient des Ukrainiens et que c'est à eux de faire énormément de concessions, voire même à accepter des pertes territoriales qu'on peut accepter de facto. Et les Ukrainiens ne se font pas d'illusions sur la reprise de la Crimée, la reprise du Donbass à court terme. Mais de là à signer dans un accord de paix qu'on accepte de laisser ou de céder ces territoires à la Russie, du côté des Ukrainiens, on n'en est pas là. Et j'imagine que la communauté internationale ne serait pas pleinement satisfaite qu'on arrive à ça, parce que ça serait quand même remettre en cause un principe fondamental qui est celui de la non-agression d'un État souverain et de l'interdiction de conquérir des territoires d'États souverains par la force. Donc, à se positionner un peu plus en faveur de la Russie, on peut dire qu'il la courtise, c'est ce qui gagne là-dedans.
Il a l'air plus intéressé par avoir une bonne relation, oui, avec les hommes forts. Hein. Alors, bon, Vladimir Poutine, Xi Jinping, il le dit régulièrement qu'il a de très bonnes relations avec ces gens-là parce que on a le sentiment qu'il veut projeter l'image d'être un homme fort. Où il a cette idée qu'il est un homme fort. Alors oui, il est à la tête des États-Unis, donc par définition, le président des États-Unis est un homme fort. Mais est-ce que Trump lui-même est aussi habile que ça dans la négociation? Par exemple, encore une fois, c'est très rare qu'on commence une négociation, enfin même avant même de l'avoir commencé, de dire qu'on n'abandonne des leviers de négociation comme ils l'ont fait, enfin comme l'administration Trump l'a fait à l'égard de l'Ukraine. C'est un peu particulier. Julien Tourin, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Merci à vous.